Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Philippe Divry, le président de Flexis, entreprise lancée par Renault, Volvo et CMA-CGM qui lance sa gamme de véhicules et ses solutions de logistique urbaine. Notre débat, il portera sur la pauvreté. Plus de 9 millions de personnes en situation de pauvreté en France. Comment y remédier? Faut-il forcément compter sur l'État alors que les dépenses publiques représentent déjà 56% du PIB? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez l'agence To Print qui propose des solutions d'impression textile publicitaire éco-responsable. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Divry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Flexis, entreprise indépendante qui a été créée par Renault, Volvo et CMA-CGM. Avec quelle idée, quelle ambition ? En fait, Flexis, c'est la réponse à la question que se posent beaucoup d'acteurs de la logistique, parce qu'aujourd'hui, j'étais encore hier au Global Decarbonization Summit, où tous les acteurs disaient on veut décarboner, ce qui veut dire en pratique passer à l'électrique, mais aujourd'hui, ça veut dire augmenter les coûts. On ne nous a pas encore apporté la solution qui nous permettrait vraiment de faire la transition, de l'accélérer et de passer en masse. Ouais. Et Flexis veut apporter cette solution avec l'idée que décarboner, ça peut être bon pour la planète et bon pour le business en baissant les coûts. Donc, on va le faire avec des véhicules de nouvelle génération qui ont été conçus 100% électriques, 100% pour la ville. Mais aussi, ces véhicules, ce sont de véritables ordinateurs sur roues. Et c'est ce qui va nous permettre d'offrir, au-delà du véhicule, une solution qui s'adresse à l'ensemble de l'écosystème en permettant d'améliorer l'efficacité de toutes les opérations. Oui, effectivement, avec donc 3 géants, Renault, Volvo, CMA, CGM. Qu'est-ce qu'ils apportent? En quoi ils sont complémentaires sur un business comme celui-là? En fait, c'est la force de Flexis, parce qu'il y a eu beaucoup de startups qui ont promis des choses et qui n'étaient pas capables de livrer. Et là, aujourd'hui, nos clients sont sûrs qu'avec des géants comme ça derrière nous, on saura remplir nos promesses. Renault apporte la technologie électrique des véhicules, donc la plateforme de véhicules innovants, et aussi un savoir-faire industriel et technique derrière et d'achat. Volvo, lui, c'est le leader du camion dans le monde, donc il sait tout ce dont ont besoin les clients, justement les professionnels de la logistique. Beaucoup de clients vont être communs entre Volvo et Flexis. Et puis enfin, CMA-CGM, eux, ils ont des activités dans la logistique de terrain, et très souvent, ce sont eux qui nous guident en nous disant ce genre de choses ont de la valeur pour nous, ou ça en a moins. Ouais. Voilà, donc il y a une complémentarité de ces 3 acteurs. Vous en êtes où du développement de la gamme de véhicules que vous proposez? Alors nous sortons en série l'an prochain, à partir de mi-2026. On a déjà donc une technologie qui est très mature. On a lancé l'industrialisation. On a dépensé à fin 2024 360 millions d'euros de R&D. On a engagé 150 millions d'euros d'outillage, donc on est parti. C'est lancé. Ouais. Les véhicules seront fabriqués dans l'usine Renault de Sandouville à partir du milieu d'année prochaine. Et en parallèle, on a commencé avec les clients la pré-commercialisation. Parce que faire de l'électrique, passer à l'électrique, c'est pas juste changer de motorisation, c'est aussi mettre en place un écosystème autour. Il faut prévoir le chargement. Nos véhicules sont digitaux, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les connecter avec les systèmes des clients et donner des fonctionnalités qui n'existaient pas jusque-là. Donc tout ça, ça se prépare. On a signé une dizaine de LOI avec des clients, dont DB Schenker, Colis Privé, Hive en Angleterre. Et puis hier, on vient d'annoncer un accord avec Prologis. Prologis, c'est un géant de l'immobilier d'entrepôts. Il possède des milliers d'entrepôts dans le monde, 220 milliards d'entrepôts. Et avec eux, on s'est dit, ben voilà, on doit mettre en place, pour créer un écosystème, des gens qui ne se connaissaient pas doivent maintenant collaborer pour offrir aux clients en leur disant, voilà, si vous achetez des véhicules, vous aurez une infrastructure, et si vous investissez dans une infrastructure, vous aurez des véhicules qui sauront faire. Voilà, donc c'est intéressant, si on rentre ça c'est nouveau. Oui, un peu dans le détail, déjà de ces nouveaux véhicules, ensuite on parlera de la plateforme numérique qui est vraiment une brique ultra importante de votre stratégie, mais alors il y a 3 modèles, là, j'ai découvert ça, le Step-in Van, vous dites c'est le véhicule phare de Flexis. Alors c'est quoi? À quoi il va ressembler? Donc ces 3 modèles, ils sont construits sur la même plateforme. Ça nous donne des économies d'échelle, une qualité automobile. Après, le Step-in Van, c'est un véhicule très original qui n'a pas d'équivalent sur les routes en Europe aujourd'hui. C'est très inspiré, on dit Step-in, des véhicules qui existaient aux États-Unis dans les années 60. C'est-à-dire que là, vous avez un chauffeur qui va pouvoir
accéder directement à l'intérieur du véhicule. Il n'a pas besoin de ressortir, aller ouvrir une porte, chercher ses paquets. Il passe à l'intérieur du véhicule, il ressort devant. Il a une porte coulissante qui s'ouvre, il descend directement sur le trottoir, donc tout est fait pour gagner du temps. Il peut rester debout dans le véhicule, Il peut rester debout dans le véhicule. Donc il y a une amélioration de l'efficacité et des conditions de travail, parce que c'est un métier très dur, chauffeur-livreur. Et donc on gagne de l'efficacité et on améliore pour les gens. Il y a aussi le cargo van. Alors là, on est quoi? On est sur la livraison du dernier kilomètre, notamment. Alors c'est quoi le principe? L'idée, c'est que quand vous avez un véhicule, un van normal, vous pouvez aussi avoir une version où vous le coupez derrière la cabine et là, vous pouvez mettre une boîte réfrigérée, une boîte spéciale, une carrosserie spéciale. D'accord. Et donc là, vous pouvez avoir un véhicule qui en fait est très court. Il fait 5 mètres de long, il tourne, il a le rayon de braquage d'une Clio, mais vous pouvez en porter autant que dans un véhicule qui ferait 40 ou 50 cm de plus, et en ville, c'est très important. D'accord, effectivement. Alors, le rôle du numérique dans cette transition de la logistique, comment vous l'avez adressé, cet enjeu? Alors, cet enjeu, d'abord, ces véhicules, je disais, c'est des ordinateurs sur roue. Ils vont avoir une nouvelle plateforme électronique qui s'appelle le Software Defined Vehicle. Et en pratique, ça veut dire que toutes les données du véhicule vont pouvoir remonter, par exemple, vers les systèmes qu'ont déjà les clients de gestion de flotte, de gestion de route. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les vannes actuelles, les véhicules utilitaires actuels ne sont pas connectés. C'est le chauffeur qui est connecté par l'intermédiaire de son smartphone. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de sécurité parce qu'il vaudrait mieux conduire en regardant la route qu'en regardant le téléphone. On est bien d'accord. Donc ça, on a une demande de remplacer le téléphone. Et puis toutes les données que le smartphone n'a pas du véhicule, on peut les remonter. Ça permet de faire de la maintenance prédictive, d'appeler le chef de flotte en lui disant « Là, tu vas avoir un problème dans quelques jours, faisons quelque chose en anticipation ». Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, on a des possibilités nouvelles d'installer des accessoires. J'étais au CES de Las Vegas en janvier avec des acteurs de l'Internet des objets, de la FinTech. En fait, il y a énormément de données qui aujourd'hui, on n'en fait rien ou on ne peut pas. On peut mettre une caméra dans le véhicule pour se dire « Il reste de la place ». Je peux changer ma route pour aller récupérer, par exemple, des emballages de retour. Énormément de possibilités qu'on commence à explorer avec tous nos clients. Il n'y a pas de limite, en fait. Et c'est un service qui n'existait pas? C'est quelque chose qui n'existe pas parce qu'aujourd'hui, dans cette gamme-là, en tout cas, ça existe dans le camion. Et c'est une partie de ce qu'amène Volvo, c'est ce savoir-faire. Plus d'1 million de véhicules connectés chez Volvo aujourd'hui. Mais par contre, dans le van, ça n'existait pas. Jusqu'ici, alors les gens mettent des boîtiers, mais en termes de cybersécurité, en termes de technologie, c'est pas très fiable. Là, ça va être inclus dans le véhicule dès le départ et très facile à connecter avec tous les systèmes que les clients ont déjà parce qu'ils ne veulent pas changer de système. Voilà, on sera intégré. Avec un objectif, c'est évidemment d'augmenter la part des véhicules électriques dans les achats des entreprises. Cette source Arval Mobility Observatory qui dit qu'aujourd'hui c'est 11,8% de part de marché. Les modèles hybrides rechargeables, on est à 14,3%. Est-ce que là, je vois trois grandes entreprises, 3 géants qui s'associent. Il ne faut pas attendre le gouvernement pour accélérer une transition comme celle-là, où vous avez aussi besoin d'incitation, d'aide pour que les entreprises se mettent à la mobilité électrique? Aujourd'hui, bien sûr que toute l'aide qu'on aura, elle est la bienvenue. Vous n'allez pas dire non. Non, on n'a pas dire non, mais si on veut construire un business électrique qui soit tenable dans le temps, viable dans le temps, il faut qu'on sache vivre sans incitation. Ce qui veut dire que le principal, c'est d'apporter aux clients une solution où être électrique, ça ne soit pas une augmentation ou une contrainte, mais bien une bonne décision business. Et pour moi, ce qu'on apporte, c'est décarboner, c'est bon pour la planète, mais ça peut être bon pour le business aussi si vous travaillez avec nous. Oui, je vous pose la question parce qu'il y a la loi, la LOM, la loi d'organisation des mobilités, qui impose des obligations de verdissement des flottes automobiles. Selon l'ONG Transport et Environnement, 75% des entreprises concernées par la LOM ne respectaient pas ces obligations de verdissement l'an dernier. Alors, c'est quoi? C'est une mauvaise volonté? C'est un manque de moyens financiers? C'est peut-être parce que l'offre n'existait pas vraiment? Comment vous l'expliquez, vous? Alors, il y a deux choses. Dans les flottes d'entreprise, il y a les voitures de fonction et puis il y a les véhicules. C'est vrai, on mélange un peu tout. On mélange un peu tout. Sur l'utilitaire, c'est surtout parce que l'offre n'était pas là, parce qu'honnêtement, c'est quand même le segment rêvé pour l'électrique. Un véhicule utilitaire électrique, ça coûte
le même prix qu'une voiture électrique moyenne, mais ça va rouler 3 fois plus. Donc on va rentabiliser 3 fois plus vite le passage à l'électrique. En plus, on charge dans un dépôt, donc il y a plein de problèmes de voitures. On connaît des voitures qui n'existent pas, on maîtrise le coût de l'électricité. Donc nous, on est convaincus que dès qu'on va apporter un véhicule de nouvelle génération avec une autonomie suffisante, il n'y a pas de raison de ne pas y passer, d'autant plus que, indépendamment de la réglementation, tous les acteurs de la logistique, vous lisez leur stratégie, ils veulent décarboner. Donc si on leur donne une solution qui soit réaliste, moi je suis convaincu qu'ils vont accélérer. On est là pour ça. Est-ce qu'il faut utiliser le bâton plutôt que la carotte? Je vois ça parce que j'ai vu que 2 députés déposaient une proposition de loi pour sanctionner un peu plus les entreprises et les collectivités locales qui ne respectent pas ces quotas de la LOM. Je pense qu'on peut toujours faire des choses pour accompagner le mouvement. Mais le plus important, c'est que ça soit une bonne décision business. Et ça, c'est ce qu'on veut proposer. Bon pour la planète, bon pour le business. On termine là-dessus. Merci beaucoup Philippe Divry. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la lutte contre la pauvreté au programme. On parle de lutte contre la pauvreté dans notre débat avec Valérie Fayard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de La Cloche et Noam Léandri. Bonjour. Bonjour. Le président d'Alerte. On va présenter vos organisations, associations respectives. La Cloche, en quelques mots, Valérie Fayard. Alors La Cloche, c'est une association qui a été créée pour lutter contre la pauvreté en agissant essentiellement sur la question de l'isolement et du lien social. Parce que la pauvreté, c'est plein de choses. C'est bien évidemment la pauvreté monétaire et financière, mais c'est aussi, et de plus en plus, et malheureusement, la question de l'isolement des personnes en précarité, du regard que la société porte sur ces personnes. Et ça, c'est absolument dramatique. Ça a des effets absolument délétères et des effets évidemment sociaux, des effets démocratiques. On le voit évidemment en ce moment. Donc l'idée de La Cloche qui a été créée il y a 10 ans, c'est de dire comment est-ce que sur les territoires, on peut recréer du lien, on peut recréer de la solidarité entre les personnes. Parce que souvent, quand vous voyez des gens en précarité dans votre quartier, vous dites qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, nous, on amène des solutions qui peuvent être d'une part les commerçants. Donc comment créer un réseau de commerçants solidaires qui offrent des produits et services à des personnes en précarité. Et il y a 1200 commerçants dans les 10 villes où nous sommes qui rentrent dans ce réseau Carillon. Et puis organiser des événements pour que les gens se rencontrent, des karaokés, des ateliers cuisine, des ateliers jardinage, créer du lien. Créer du lien comme autrefois dans les villages. Voilà l'objectif de La Cloche. Et Alerte, en quelques mots. Et donc le collectif Alerte a 30 ans, il réunit 37 associations aujourd'hui nationales. Et par exemple donc La Cloche, mais vous avez aussi le Secours catholique, Emmaüs, Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme et plein d'autres. Et donc nous, notre rôle, c'est du plaidoyer, c'est d'alerter les pouvoirs publics, les habitants, les citoyens sur les enjeux de pauvreté, des luttes contre l'exclusion. Et donc aujourd'hui, on porte un plaidoyer très fort avec notamment une campagne de communication que vous avez pu voir dans le métro, dans les gares, dans les abribus, pour alerter justement sur cet enjeu de pauvreté qui s'ancre dans le temps. Vous pouvez parfois malheureusement hériter de la pauvreté parce que les familles pauvres créent parfois ensuite des adultes pauvres et donc on veut lutter contre la pauvreté à la racine. Et donc là, aujourd'hui, on porte ce plaidoyer et je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Oui, on va effectivement expliquer tout ça. Il y a déjà, on peut donner quelques chiffres. C'est l'INSEE en 2022 qui donne le chiffre de plus de 9 millions 100 000 personnes en situation de pauvreté en France, près de 5 millions en situation de grande pauvreté. Est-ce qu'ils se sont aggravés, Noam Léandri, ces chiffres, ou est-ce que finalement il y a une stabilité de la pauvreté dans notre pays? Ce qu'on constate malheureusement, c'est que alors qu'en 2008, il y avait une loi pour lutter contre la pauvreté qui crée notamment le revenu de solidarité active, qui disait que c'était une priorité nationale de lutter contre la pauvreté. Depuis 2008, la pauvreté a augmenté. On est passé de 7 millions de personnes à aujourd'hui 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté officiel mesuré par l'INSEE. Donc ça fait maintenant 20 ans à peu près qu'on voit cette courbe malheureusement augmenter chaque année. Et on a le sentiment que les réponses qui sont apportées aujourd'hui par l'État, par les collectivités aussi, qui sont des acteurs, notamment les départements sont des acteurs des solidarités, ne permettent pas de réduire cette pauvreté. Donc c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a envie de pousser le gouvernement à agir plus rapidement. D'ailleurs, on lui rappelle que dans une loi justement adoptée en 2008, il y a une obligation pour l'État de se doter d'un objectif de réduction de la pauvreté. Et malheureusement, il n'est plus adopté. Il n'y a plus d'objectif. Aujourd'hui, on dit on va prendre des mesures. Donc effectivement, il y a des plans de lutte contre la pauvreté qui sont présentés à peu près tous les 5 ans. Plein de mesures extrêmement intéressantes.
mais ça ne réduit pas la pauvreté. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème là. On n'a pas réussi à trouver la martingale ou à vouloir en réalité surtout mettre les moyens suffisants pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Vous le ressentez, vous, à la dimension d'une association comme La Cloche, l'aggravation finalement de la pauvreté en France? Oui, absolument. Alors on ressent à la fois l'aggravation, la complexification, je dirais, la diversification des visages de la pauvreté. C'est-à-dire que par exemple par rapport à il y a 30 ou 40 ans où on voyait des gens à la rue, c'était plutôt des hommes de 40 ans qui avaient eu un accident de vie, etc. Aujourd'hui, on a des publics avec beaucoup de femmes, de familles monoparentales, de jeunes, d'enfants. Il y a 6 000 enfants en France tous les soirs qui dorment à la rue. C'est absolument un scandale. Et donc, les visages de la pauvreté se sont complexifiés, ce qui veut dire que les réponses à apporter doivent aussi être plus subtiles, plus complexes, avec un accompagnement plus important. Pour nous, associations qui agissons sur le terrain tous les jours, c'est effectivement compliqué. On ne peut pas avoir une seule réponse. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des femmes avec des enfants qui dorment à la rue tous les jours et que tout le monde s'en fout, ça nous révolte. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette campagne. C'est absolument pas normal que dans notre pays, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans le même temps, en 20 ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine multiplié par 10. Mais ça n'a rien à voir. Les deux sujets n'ont absolument rien à voir. Donc nous, on est là en train de dire, c'est pas possible, nous qui tous les jours sommes sur le terrain ou qui regroupons des associations qui agissent tous les jours, ça n'est pas possible, cette espèce oui, c'est ça, de ne pas vouloir se battre contre la pauvreté. Parce que vous dénoncez la campagne, on va voir les visuels de cette campagne d'affichage, c'est la fatalité de la pauvreté en fait que vous dénoncez, le fait que finalement on a ce sentiment qu'un ascenseur social ne fonctionne plus et c'est pas nouveau dans notre pays. Je pense par exemple à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, cette espèce de cercle vicieux du fait qu'on retrouve parmi les personnes sans domicile fixe, une personne sur deux est passée par l'ASE. Donc ce sentiment qu'on est condamné à être pauvre. Quel levier vous voulez ou vous attendez de voir activé aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut dire on va mettre plus d'argent, mais il faut Déjà, comme vous venez de le dire parfaitement, il y a une forme de résignation et on ne veut pas que les Français se résignent à se dire qu'il y a une fatalité à ce que la pauvreté s'ancre dans le temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut aussi psychologiquement, on soit prêt à se dire oui, on peut agir. Et donc arrêtons avec cette fatalité, ce fatalisme, cette résignation. On peut faire des choses et il se passe plein de choses comme avec La Cloche. Sur le terrain, on voit les commerçants se mobilisent, les acteurs de quartier, associatifs, etc. se mobilisent. Et puis vous avez mené une enquête sur les coûts cachés de la pauvreté. Et ça, je pense que c'est un bon argument pour mobiliser notamment les acteurs publics, État ou collectivités. Tout à fait. On en est arrivé à devoir montrer les coûts de la pauvreté parce que aujourd'hui, on n'arrive plus à toucher au cœur finalement les pouvoirs publics, les décideurs publics. Il faut les toucher au portefeuille. C'est malheureux, on en est arrivé là. Et donc, ce qu'on montre effectivement dans ce rapport qu'on a publié à l'automne, c'est qu'il y a un coût caché de la pauvreté, 57 milliards d'euros de coûts qui ne sont pas des coûts directs. On lutte aujourd'hui contre la pauvreté avec des minima sociaux, des actions, des financements d'associations, etc. Mais il y a tout un panel de coûts cachés sur la mauvaise santé, sur l'échec scolaire, sur la récidive en prison, également sur la privation d'emploi. Tout ça, ça représente 57 milliards d'euros de coûts sur les dépenses publiques qu'on pourrait économiser si on investissait 9 milliards d'euros par an pour réduire véritablement la pauvreté, que ce soit par de l'emploi aidé, que ce soit par des minima sociaux qui soient revalorisés pour que les personnes ne soient pas obligées d'aller faire la queue tous les jours. Moi, je suis d'accord avec vous, et si on vous invitait, c'est pour ça. Mais il y a déjà 56% du PIB national sont des dépenses publiques et on est à 3 300 milliards de dettes. Donc, ce n'est pas plutôt une histoire d'efficacité de la dépense publique que de mettre encore de l'argent en plus? Aujourd'hui, dans cette dépense publique, qui est un chiffre important, vous savez, il y a deux grandes dépenses. Premièrement, les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Et après, vous avez aussi l'éducation qui est gratuite en France. Donc, effectivement, il y a une partie des dépenses qui sont... on ne va pas pouvoir les réduire. Donc, on est en train de mettre la pression sur les plus modestes, ceux qu'on pourrait faire sortir finalement de la pauvreté, de la misère. Il ne faudrait pas que ce soit les plus pauvres qui payent finalement pour le reste de la population. Donc non, aujourd'hui, on a besoin de cohésion sociale. Sans la cohésion sociale, à quoi ça sert de défendre notre modèle français? À quoi ça sert d'avoir une armée pour défendre notre pays si on a à l'intérieur pas la capacité de défendre les plus modestes ou d'aider finalement ceux qui en ont le plus besoin? Donc voilà, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut comme au bas de chez nous, devant notre porte. Quand on ouvre la porte en bas de chez soi, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit encore des personnes qui sont malheureusement à la rue, comme le disait Valérie, des enfants, des milliers d'enfants qui dorment à la rue? C'était inacceptable il y a quelques années. Quand vous croisiez avant une famille avec des enfants à la rue, il était inacceptable qu'ils puissent finir la soirée
dans la rue. Il y avait forcément une solution de secours qui allait pouvoir être trouvée. Aujourd'hui, ça paraît normal et c'est anormal. Oui, bien sûr que c'est anormal. Il y a une initiative transpartisane au Parlement là, qui est en cours justement pour cette question des enfants à la rue. Je voudrais revenir sur cette idée de coût caché. Peut-être on peut inverser la logique, Valérie, se dire quelqu'un qu'on sort de la pauvreté, qu'est-ce qui rapporte à notre société, à notre économie? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'abord, avant de sortir de la pauvreté, le Secours catholique a fait une étude, je crois, l'année dernière sur justement ce qu'apportent à la société les gens qui sont des charges, parce qu'il y a tout ce discours, cette pauvrophobie, ce discours sur les pauvres. Si tu es pauvre, c'est de ta faute, c'est parce que tu ne veux pas travailler, puis on va t'obliger à faire 15 heures si tu es au RSA, etc. Tout ce discours, il est absolument dramatique. Et le Secours Cat a fait une étude qui démontrait déjà ce qu'apportait à la société par les petits boulots qu'ils pouvaient faire à droite à gauche, par le bénévolat, par plein de choses, les personnes qui étaient en situation de pauvreté. Et puis une fois qu'elles sortent de la situation de pauvreté, bien évidemment, alors là aussi on est sur de la monnaie sonnante et trébuchante, mais elles deviennent plus consommateurs. Donc si elles consomment, elles font marcher la machine à la croissance, qui est évidemment le vecteur. Oui, puis on revient sur la question de la santé dont vous parliez tout à l'heure. Elles ont moins de problèmes de santé, elles consomment, donc elles payent de la TVA, elles ont retrouvé un emploi, donc il y a des cotisations sociales patronales et sociales qui sont payées. Et ça rentre dans notre étude, effectivement, la question des recettes aussi potentielles qu'on n'a pas aujourd'hui avec la pauvreté. Et c'est tout ça qui fait qu'à la sortie, si on investissait 9 milliards d'euros par an dans la lutte contre la pauvreté, ça serait neutre en termes de finances publiques. Et puis je reviens sur votre question de tout à l'heure. Les dépenses publiques sont peut-être trop élevées, etc. Mais il y a aussi les recettes, on n'en parle jamais. Et donc les questions de la fiscalité, il faut quand même la poser. La fiscalité, la réforme de la fiscalité, l'évasion fiscale. Alors l'évasion fiscale, luttons contre l'évasion fiscale. 100% d'accord avec vous. En revanche, la pression fiscale, on n'est pas les derniers en Europe quand même. Non, mais la pression fiscale sur les entreprises, elle peut. Les cadeaux qui ont été faits aux entreprises sur le plan fiscal depuis. Je ne serais pas d'accord avec vous là-dessus. Je pense que les entreprises françaises, elles souffrent encore d'un poids des charges trop important et c'est pour ça que les salaires sont bas. Enfin bref, on ne va pas refaire tout ce débat, mais le fait de pointer du doigt les entreprises, je trouve que c'est un discours un peu facile. C'est pas forcément pointer du doigt les entreprises, mais c'est de dire il y a peut-être quelque chose à revoir sur le plan des rentrées fiscales également, et peut-être des mesures qui ont été prises dans les dernières années qui ne sont pas forcément productives. Les aides qui sont apportées aux entreprises pour l'emploi, elles sont sans aucune condition. Nous, très souvent, elles sont sans aucune condition. Nous, quand je dis nous, c'est les associations, quand on fait de l'insertion par l'activité économique, mon Dieu, le reporting qu'on doit faire, les preuves qu'on doit apporter, mais il faut 2 ETP pour pouvoir fournir les rapports. Bon, donc nous, on nous demande des tas de choses. Les entreprises aussi, elles ont beaucoup de paperasse à remplir, vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 1 minute sur le non-recours au droit. Je pense que c'est effectivement très important, parce que je crois avoir vu passer ces dernières années une promesse gouvernementale là aussi pour faire en sorte que les Français qui ont potentiellement des aides puissent les avoir automatiquement. On en est où de ça? C'est ce que le président de la République a annoncé comme la solidarité à la source, c'est-à-dire que comme pour l'impôt sur le revenu qui serait prélevé à la source, ça soit automatiquement versé chaque mois aux allocataires de différentes prestations sociales. On en est encore loin. Là, il y a une première étape qui a été franchie, c'est-à-dire que maintenant les formulaires seront pré-remplis. Très bien, ça fait ça il y a 20 ans pour l'impôt sur le revenu, les formulaires étaient pré-remplis. Donc voilà, maintenant sur les prestations sociales, ça avance. Nous, ce qu'on voudrait effectivement, c'est une forme d'automaticité plus importante. Par exemple, il y a 50% de non-recours sur le minimum vieillesse. Il y a 1 million de personnes âgés qui sont pauvres et qui pourraient ne pas l'être si on leur versait automatiquement ce minimum vieillesse. Voilà, il y a des choses à faire qui seraient beaucoup plus intelligentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va écrire au Premier ministre tout de suite, là, en sortant de ce studio, voilà, je mets le courrier à l'attention de François Bayrou pour lui rappeler qu'il y a une obligation dans la loi. Il faut se doter d'un objectif de réduction de la pauvreté. Depuis 2011, il n'y en a pas eu. Donc voilà, on va lui rappeler à ses obligations. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Smart Ideas avec Clément Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'agence To Print, entreprise qui a été créée en 2018 par Vincent Feurté, que vous avez racheté en 2023. Avec quelle ambition, quelle volonté ? Eh bien, une volonté en fait de croissance externe avec des produits complémentaires au marché sur lequel on était déjà positionné, à savoir le marquage vestimentaire. Voilà. Et donc, Agence To Print avait un savoir-faire plutôt en marquage d'objets et de signalétique. Un marché très, très complémentaire, donc avec l'objectif d'un effet de levier. En fait. D'accord. Et alors donc avec ce marché des objets publicitaires, en quelque sorte,
dans lequel, enfin, on en a reçu tous, hein, on a vraiment ce sentiment de gâchis qui est assez dingue et qui doit commencer à gêner les entreprises, j'imagine. Alors ça gêne les entreprises, mais pas que. Ouais. Ça gêne aussi parfois les gens qui les reçoivent, parce qu'ils ont l'impression de recevoir à tort un cadeau dont ils n'ont pas besoin ou pas envie. Ça gêne l'environnement, évidemment. Ça peut du coup gêner aussi l'environnement politique également, puisqu'il y a des enjeux forts à ce niveau-là. Il faut savoir qu'en France, on est quand même un grand pays consommateur en plus d'objets médias. Ça représente environ 2,1 milliards d'euros par an de marché, ce qui est environ 30 euros par habitant. Ouais. Voilà, donc c'est énorme. On est vraiment très consommateur. Ouais. Avec donc vous une volonté de mettre de l'éco-responsabilité, de la durabilité dans cette démarche. Comment vous le faites ? Alors d'abord, il y a effectivement la démarche environnementale qui est importante, à savoir le sourcing des matériaux, le sourcing des fournisseurs, où est-ce qu'il est fabriqué, etc. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi un fait, je pense qu'avant de proposer un matériau éco-responsable, il faut d'abord aborder l'achat de manière stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire de l'objet, à qui on va le distribuer et qu'est-ce qu'il va rapporter. Donc combien il en faut aussi par défaut. C'est déjà la base, à mon avis. Et une fois qu'on a bien ciblé cette approche-là, on est vraiment en phase avec ça, effectivement, on va sur les matériaux. Ça veut dire que vous jouez aussi un rôle de conseil auprès des entreprises pour bien choisir leurs objets publicitaires, leurs cadeaux publicitaires. Absolument, voilà. Donc que ce soit sur l'objet publicitaire, le textile aussi, d'équipe que l'on va broder, imprimer, etc. Ou même la signalétique d'entreprise, la communication visuelle. On va effectivement jouer un vrai rôle de conseil. C'est ce qui nous démarque d'ailleurs chez Agence 2Print. C'est cette approche stratégique pour que l'investissement, comme je viens de le dire, soit un vrai investissement et pas un achat à fond perdu. Et alors, sur le choix des matériaux, revenons aux détails, parce qu'on va après se poser la question du coût. Si on veut avoir des matériaux de qualité, qui viennent pas forcément de l'autre bout de la planète, comment vous faites ? Il y a un coût supplémentaire, on va pas se voiler la face par rapport à ça. En revanche, comme en règle générale on essaie d'appliquer le classique moins mais mieux, on a aussi finalement un budget global inchangé, avec des achats un peu plus du coup stratégiques et ciblés qui nous permettent d'aller sur des matériaux co-responsables, et je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, plus onéreux. Et alors, de quels matériaux on parle ? Alors, on parle de beaucoup de matériaux. Oui, parce qu'il y a plein d'objets possibles. Donc, absolument. Quand on parlait en 2019 de plastique recyclé à base de bouteilles, aujourd'hui, on parle de coquilles d'huîtres, on parle de cosses de fruits secs issus de l'industrie agroalimentaire, on parle de briques de lait, on parle d'aluminium, on parle de marc de raisin, on parle vraiment de tout un tas de déchets possibles, inimaginables, aussi bien issus de végétaux que de minéraux. Enfin, c'est très... Donc les filières existent, quoi. Les filières existent. Alors, en France, très peu. D'accord. Ça, c'est le problème. On arrive à façonner le produit, on arrive à concevoir le produit, on arrive à le marquer de manière éco-responsable, que ce soit de la gravure, de l'impression végétale, etc. Mais on ne sait pas recycler la matière première pour la transformer chez nous. Donc généralement, les matériaux viennent des pays plutôt de l'Est. L'Autriche est très en avance par rapport à ça. L'Espagne est très en avance également. En France, on est encore un petit peu à la traîne, on ne va pas se cacher. Oui, effectivement. Et donc, vous les produisez en France ? Vous les faites, c'est vous qui les façonnez ici en France ou Alors nous, non. On est entouré d'un réseau de partenaires en fait, qui sont eux des fabricants français ou frontaliers. On travaille beaucoup avec les Suisses actuellement parce qu'ils ont là aussi une image de marque qu'ils savent tenir avec des produits très qualitatifs qui répondent à des enjeux de qualité dont nous, on a besoin dans notre marché. Et après, on fait la personnalisation en interne. Donc on fait de la gravure, on fait de l'impression aux encres végétales. Sur le textile, on fait la broderie, on fait de l'impression du transfert qu'avec des matériaux éco-responsables. Merci beaucoup Clément Pelletier, bon vent à l'agence 2Print. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billa et Juliette Mnieri à la production et à la programmation, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Héloïse Merlin, ingénieur du son. Belle journée.